Bonjour à tous et à tous. Soyez les bienvenus à ce rassemblement qui porte le nom à la douce mémoire de tous les plans de lutte contre la pauvreté. Nous sommes réunis en ce 17 octobre, journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, portée par la profonde signification de cette date. Elle prend ses origines en 1987, lorsque des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Paris, à l'endroit même où l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration universelle des droits humains. Ces rassemblements étaient destinés à rendre hommage aux victimes de l'extrême pauvreté et affirmer avec une voix forte que la pauvreté est une violation fondamentale des droits humains. Ici au Québec, cette journée résonne fortement encore aujourd'hui. Ce n'est pas qu'un symbole, c'est un appel à l'action, ici et maintenant. C'est le rappel que notre société doit se bâtir sur la dignité de chaque personne. C'est pourquoi nous vous invitons à partager ces moments de recueillement en hommage aux vies marquées par l'injustice, aux rêves brisés par l'exclusion. Et leurs souvenirs restent au cœur de nos combats. Et c'est pour eux que nous continuons à nous battre. Merci d'être là pour honorer ces mémoires. Bonjour, le regroupement des sans-emploi de Victoriaville, c'est un organisme qui existe pratiquement depuis presque 40 ans maintenant. Et puis, nous, on offre les services aux gens qui ont de la difficulté à faire valoir leurs droits à l'aide sociale et au chômage. Alors, merci d'être là. Grand-père va mettre ses lunettes. Monsieur le curé Lacroix, bon. Chers collègues, chers amis, je trouve particulièrement ironique qu'on soit les seuls à souligner la Journée internationale de la pauvreté, que ce soit encore le communautaire qui porte ça sur ses épaules. Alors, je voudrais dire à mes collègues qui sont ici que, d'un, je vous admire beaucoup de ne pas avoir abandonné la lutte, que de votre implication avec nous autres, on est vraiment choyés de vous avoir comme partenaire. Et pour cette belle journée-là, je vous remercie pour tout ce que vous faites, puis pour votre courage à chaque jour défendre les droits des gens qui vivent des difficultés, que ce soit des difficultés passagères ou autres. Vous savez, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver dans la vie. On ne sait jamais si ça peut arriver à nous d'avoir besoin des services. Alors voilà, merci beaucoup. J'ai connu beaucoup de plans de lutte à la pauvreté depuis que je suis au RSE. C'est des beaux projets, plein de bonne volonté, imparfaits bien sûr. Il y avait quelques contradictions, comme nous tous, en fait. Mais le problème, c'est qu'ils ont fini dans l'ombre. On les a oubliés. Quand on oublie, c'est qu'on a décidé de ne plus se battre. Aujourd'hui, nos 4 plans reposent dans une urne symbolique et aussi dans une partie des centres dans les tiroirs du ministère. La question est simple. Est-ce qu'on les laisse là ou est-ce qu'on se lève et qu'on agit? La vérité, ce ne sont pas que des chiffres. Ce sont des visages. Des parents qui sautent des repas pour nourrir leurs enfants. Des aînés qui doivent compter leurs sous pour acheter leurs médicaments, des étudiants qui font la file aux banques alimentaires. Si on compare, en 2013, il y avait 20 000 étudiants qui faisaient affaire avec les banques alimentaires. On est rendu l'an dernier, on les évaluait à 82 500 étudiants. On parle des jeunes qui sont supposés s'investir dans la société, soit devenir nos dirigeants, soit nous guider, soit devenir des gens qui vont faire avancer notre collectivité. Puis en attendant qu'ils essayent d'acquérir des connaissances, bien, ils doivent lutter contre la faim. Puis étudier le ventre vide. Il y a beaucoup d'enfants au Québec qui en sont victimes aussi. Il y en a autour de 360 000 enfants à chaque jour qui ne savent pas s'ils vont souper le soir. Ces enfants-là viennent... on les répertorie à peu près pour les familles monoparentales, c'est environ 72 000 familles monoparentales qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Et de ce montant-là, il y en a à peu près 62 000 qui sont des femmes seules avec des enfants. Les femmes d'ailleurs qui sont les plus touchées. C'est 55% des femmes qui travaillent au salaire minimum. Alors, quand la dame doit élever des enfants avec ce que ça comporte aujourd'hui, les frais scolaires, l'habillement, l'hiver qui arrive et les autres biens qu'on doit se procurer quand on vit dans une société moderne comme la nôtre. Ce qui est ironique, c'est que pendant ce temps-là, quand les gens peinent à nourrir leurs enfants,
les grands marchés d'alimentation ont augmenté leur profit de 3 %. Ce qui fait que, si on veut chiffrer ça, l'an dernier, les profits étaient autour de 6 milliards. Si on compare avant la COVID, c'était de 2,4 milliards. Alors, il y a de l'argent qui se perd à quelque part. Et il faut appeler ça comme c'est. C'est pas un manque de ressources. Je pense que c'est un manque de volonté. On dit souvent que pour être courageux, il faut être courageux pour se battre. Moi, je pense qu'il faut être encore plus courageux pour pas fermer les yeux. Il faut instaurer un revenu de base garanti. C'est un peu difficile à expliquer, mais je le ferai un par un, si c'est le cas. C'est pas une utopie. C'est dire à chaque citoyen, tu comptes, tu mérites de vivre dignement. C'est pas de la charité, c'est pas de la pitié, c'est juste du respect. Le salaire minimum, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est 16,10 $ de l'heure. Si vous multipliez ça par 40 heures et que vous enlevez ce que les gens doivent payer en impôts, ça doit donner, j'ai pas fait le calcul, mais ça doit donner autour de 480 $ par semaine. 480 $ par semaine, faut pas qu'il t'arrive grand-chose. Fait que c'est des gens qui doivent souvent faire des choix entre est-ce que j'habille mes enfants, je saute un repas, j'ai un problème avec ma voiture, j'ai peut-être pas le bon linge pour me trouver un autre emploi, c'est pas facile. On dit que l'école est gratuite, mais les frais scolaires, une dame me disait que son enfant, ça a coûté au-dessus de 150 $ pour l'école publique. On parle d'un enfant du primaire de 2e année. On dit que le mesure de panier de consommation dit qu'on doit gagner une famille 40 000 $ par année pour arriver, ce qui est tout à fait faux. L'évaluation, ça devrait être le double. Michel Chartrand, un grand syndicaliste, pour les plus jeunes, si vous ne l'avez pas connu, disait « primo vivere », ce qui veut dire « vivre d'abord ». Moi, j'ajouterais « vivre debout ». Vivre, ça veut dire qu'aucun citoyen ne devrait choisir entre manger et être capable d'aider ses enfants, de les habiller pour l'hiver, et comme j'ai énuméré tout à l'heure. Chartrand proposait en 1999, du haut de ses 83 ans, un revenu de citoyenneté. Car pour lui, chaque personne méritait un revenu de base garanti. Pas de charité, pas de faveur, mais un droit. Offrir cette stabilité, c'est pas juste mettre de l'argent sur un compte, c'est permettre aux enfants de rêver, aux familles de se reconstruire, aux communautés de devenir plus fortes. C'est donner à chacun une chance réelle de réussir. Mais pour y arriver, il faut du courage politique, il faudra des réformes fiscales, il faudrait une répartition équitable des richesses. On est un peu utopique. Où est l'argent? En mars 2025, le gouvernement a reporté le paiement des impôts des compagnies les plus riches pour 8 milliards de dollars. L'évasion fiscale? Entre 1 et 2 milliards au peuple québécois chaque année. Des milliards qui pourraient transformer des vies. On va se souvenir du courage de le seul politicien qui a intervenu. C'est le député de Jean Talon, porte-parole du Parti québécois, M. Pascal Paradis, qui est en matière de solidarité sociale, qui le 27 juin 2024 était le seul à dénoncer l'insuffisance du plan 2024-29 du gouvernement. Il a rappelé que le gouvernement investissait 4 fois moins que dans les plans précédents et n'offrait pas de mesures structurantes pour améliorer les revenus des personnes en situation de pauvreté. M. Boissonneau, la balle est dans votre camp. Si la tendance se maintient, ce ne sera pas des si, j'espère que ce sera des quand. Ce qui doit renaître, je pense que c'est la dignité de toute notre communauté. Le projet, par exemple, au Manitoba, il y avait un projet Expérience Mincombe qui appelait. Ils ont instauré le revenu de base pendant un temps donné. Et après, comme évaluation, ce qu'ils ont tiré comme conclusion, c'est qu'il y a eu moins d'hospitalisation, plus d'éducation et même moins de criminalité. C'est pas utopique, c'est du sens commun, mais c'est surtout un choix de société. Alors, je vous dis aujourd'hui, arrêtons de déposer des fleurs sur une dune symbolique. Levons-nous, agissons, parce que vivre dignement ne devrait pas être un privilège, mais un droit universel. Pas demain, pas dans une génération, mais maintenant. Comme l'affirmait l'abbé Raymond Roy, ensemble, il n'y a rien que nous ne puissions accomplir. L'amateur de sport en moi ajouterait une sage parole de Martin Saint-Louis. Il n'y a rien de plus puissant qu'une équipe que personne n'aurait cru capable de réussir. Merci beaucoup. Merci d'être là. Je représente Répi, qui est un organisme en travail de rue qui offre du soutien, de l'aide aux gens qui en ont besoin. Particulièrement, on travaille de près avec la précarité, avec la pauvreté et surtout l'itinérance. Et c'est ce que je vais aborder avec vous aujourd'hui, avec un petit texte.
Se retrouver en situation d'itinérance, ça prend pas grand-chose. Ça prend une séparation, ça prend un décès, ça prend une faillite, ça prend un accident, ça prend une chicane familiale, ça prend une rénoviction, ça prend une consommation de trop, ça prend une problématique en santé mentale, ça prend une agression, ça prend une bad luck. Vivre en situation d'itinérance, ça prend de la force. Ça prend de l'énergie, ça prend de la débrouillardise, ça prend du temps, ça prend de l'humilité, ça prend au corps, ça prend tout son petit change. Sortir d'une situation d'itinérance, ça prend des ressources. Ça prend du cash, ça prend du logement, ça prend des meubles, ça prend du soutien, ça prend des moyens, ça prend du temps, ça prend de l'énergie en esti. Mettre un terme à l'itinérance, ça prend du soutien aux organismes qui y travaillent, ça prend de l'écoute, ça prend une volonté politique et des mesures à la hauteur du problème. Merci. Bonjour tout le monde! Merci d'être là, premièrement. Puis nous, on a remarqué que le visage de la pauvreté changeait. Ça change dans nos bureaux. Je le vois vraiment bien lors des consultations que les participants et participantes font auprès de la CEF des Bois-Francs. On voit de plus en plus de travailleuses et de travailleurs qui peinent à s'en sortir. Des femmes seules, avec ou sans enfants, qui ont de la difficulté à manger correctement et doivent se priver de soins essentiels et parfois même d'électricité. Des retraités qui doivent couper dans les dépenses et même demander de l'aide alimentaire, même si elles et ils ont travaillé toute leur vie. Au Québec, c'est 1 personne sur 7 qui peine à chauffer son logis correctement, coupant dans la nourriture et les besoins de base ou abandonnant certaines pièces de leur demeure pour tenter d'économiser. Un logement sécuritaire est absent de violence, évidemment, mais aussi bien bâti. Il doit pouvoir retenir la chaleur pour ses habitants, leur permettant d'être confortables et en santé. Un logement sain permet, évidemment, à chaque habitant d'avoir une meilleure chance de s'en sortir, leur donnant un endroit sécuritaire où il fait bon vivre. Au Québec, 1 personne sur 5 vit de l'insécurité alimentaire. Toutes ces insécurités sont prévisibles quand on sait qu'1 personne sur 10 dans notre beau Québec vit avec un revenu en dessous de ses besoins de base prévus par la mesure du panier de consommation. Comme je le dis souvent en consultation, vous n'êtes pas seul. La lutte contre la pauvreté ne devrait pas être un fardeau individuel et la société doit prendre sa part. C'est pourquoi, à la CEF des Bois-Francs, nous concentrons nos efforts à trouver avec les participants des solutions budgétaires efficaces. Cependant, nous continuons de réclamer à nos décideurs élus un revenu minimum garanti décent pour tous. Car une autre phrase qui ressort souvent en consultation, c'est qu'il n'y a pas de miracle au niveau du budget. Soit on diminue les dépenses ou on augmente les revenus. Croyez-moi, les dépenses des gens en situation de précarité sont déjà assez basses. Avec toutes les hausses des dernières années, l'épicerie qui a augmenté de 3 à 5 % par année chaque année dans les dernières années, les logements qui ont augmenté drastiquement, particulièrement au centre du Québec. Les revenus doivent augmenter et permettre à chacun d'entre nous de vivre dignement. C'est pourquoi un revenu décent garanti pour toutes et tous est nécessaire. Cette formule a été de nombreuses fois étudiée et dans tous les cas, on démontre une augmentation bénéfique sur plusieurs sphères, dont la santé même des citoyens. Mais pour reconnaître la valeur du travail, il faut aussi augmenter le salaire minimum pour que le travail à temps plein permette réellement de sortir de la pauvreté. La lutte à la pauvreté, pour celles et ceux qui la vivent, ne devrait jamais prendre de pause. Elle ne devrait jamais prendre de pause pour la société non plus. Aidez-nous à les aider. À la douce mémoire du temps où le locataire pouvait choisir son logement en fonction de son budget. Aujourd'hui, les locataires sont en colère. Ils sont en deuil de logements pas chers. Ils s'appauvrissent. Ils craignent même souvent pour leur sécurité. Si tu paies un prix raisonnable pour ton loyer actuellement et que tu ne subis pas de pression de la part de ton propriétaire pour qu'il puisse leur louer le double du prix, tu te comptes chanceux. Ça, c'est si ton logement n'est pas délabré, voire insalubre. La peur et l'insécurité sont palpables. Tu te demandes quand tu recevras un avis de reprise ou une lettre te disant que tu es dehors sans motif valable, ou en échange un petit magot qui semble vraiment bien intéressant sur le moment, mais où tout le monde est perdant à long terme. En cette journée de lutte à l'élimination de la pauvreté, on est ici pour dénoncer les injustices et aussi pour donner tout notre support aux personnes qui en arrachent. On continue de revendiquer un contrôle des loyers. On demande encore au gouvernement de rendre le taux d'augmentation du TAL obligatoire. Aussi, les nouvelles mesures qui ont été adoptées pour le gouvernement pour modifier la méthode de calcul de l'augmentation de loyer, ce n'est pas un gain pour les locataires.
Est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'on a besoin de logement social et de construction de logements à des loyers à faible coût? Est-ce que j'ai aussi besoin de vous répéter que les critères et les montants offerts d'allocation de logement sont désuets pour 2025? La ministre l'a dit, vous l'avez entendu, c'est 560 000 personnes qui ont besoin de l'allocation logement. Comme quoi, il y a vraiment un problème au niveau des prix des loyers. Les personnes ont besoin d'avoir de l'argent dans leur poche, point final. Avoir un toit, c'est un droit fondamental. C'est à la limite le slogan que l'association porte depuis des années. On mérite tous un endroit sécuritaire pour y vivre en toute dignité. On doit solidifier la base pour améliorer ses conditions de vie. On soutient donc les locataires et on les encourage à défendre leurs droits. Le rapport de force locataire-propriétaire doit être mieux équilibré et chaque partie mérite de se faire traiter avec respect. Il existe des solutions pour réduire les inégalités et la pauvreté. Tous mes partenaires ici vous en ont nommé. C'est maintenant qu'il faut poser des actions concrètes. Merci. Merci Louis, merci Julie, merci Evelyne, Joël, Vanessa et Sébastien. Merci à vous de porter la cause que vous portez puis de le faire avec autant de force, de résilience, de don de soi, de dévouement. Vous portez quelque chose d'extrêmement important, puis vous le portez souvent seul. Lutter contre la pauvreté, c'est la mission d'un peuple. C'est une collectivité en entier qui doit se mettre là-dessus. Parce que moi, je suis profondément convaincu que dans l'avenir, on sera jugé à la façon dont on s'est occupé de nos plus vulnérables, les gens qui avaient besoin. On a fait le pari au Québec, collectivement, de se tenir puis de ne pas laisser personne derrière. On vit tous des difficultés dans nos vies. Il y a des moments où ça va bien, puis il y a des moments où ça va moins bien. Puis Sébastien disait bien, il ne suffit pas de beaucoup pour se retrouver en situation d'itinérance. Il ne suffit pas de beaucoup pour se retrouver en situation de pauvreté. Un drame familial, une séparation, tout le monde peut passer par là. C'est quelque chose, on dirait, que les gens au Québec ne comprennent pas. Des fois, c'est pas par mauvaise foi, là. C'est pas parce qu'ils veulent pas comprendre, c'est parce que ça semble loin. Pour toutes sortes de raisons, ils n'ont jamais été mis en contact avec cette réalité-là, de voir quelqu'un plongé dans la pauvreté, dans l'indigence, se retrouver à la rue. Ils ont l'impression que ça arrive juste aux autres, ça ne nous arrive pas à nous, ça. Alors que ça peut très bien nous arriver. Quand je vois, évidemment, dans un gouvernement comme celui qu'on a en ce moment, mais je veux pas que ça entre dans un débat politique ou de partisanerie, parce que tous les gouvernements ont failli à ce niveau-là au cours des années. Je vois du gaspillage. On a vu le gaspillage éhonté des fonds publics dans les dernières années. On voit des dépassements de coûts pour des projets. On en a un qui nous vient en tête parce qu'on a parlé beaucoup cet été, où il y a des centaines de millions de dollars qui ont été donnés à des firmes avec des salaires pas possibles, dans des dépassements de coûts qui sont proprement scandaleux. Alors que je vois des gens ici, pour en avoir rencontré plusieurs, qui portent des projets pour aider le monde, qui ont de la difficulté, avec des 10 000, des 100 000 $. On essaye de s'en sortir avec 50 000, qui fait toute une différence, qui vient changer la vie du monde. Puis on voit des sommes comme ça qui sont dépensées par le gouvernement, de l'argent des contribuables, d'une façon tellement inefficace que c'est vraiment fâchant. Puis moi, ce que je trouve aussi fâchant là-dedans, c'est que quand on voit ça aller, ça vient alimenter une espèce de cynisme en politique. Je suis convaincu qu'il y en a ici, là, qui sont déçus de la classe politique parce qu'ils en ont vu des promesses, ils en ont vu des engagements qui ont fini là, puis qui commencent à désespérer là-dedans. Donc évidemment, moi je suis pas là pour promettre des licornes, des arcs-en-ciel, puis on fait tout ce qu'on peut là-dedans. Mais au Parti québécois, je trouve ça bien, Joël, vous avez nommé Pascal Paradis, mon collègue dans Jean Talon, parce que c'est vrai que pour lui, c'est extrêmement important ça. Ça l'est pour moi aussi, puis je pense que je peux parler au nom de mon caucus au Parti québécois pour dire que c'est important pour nous de donner la marge de manœuvre nécessaire à des organismes comme les vôtres, parce que non seulement c'est primordial ce que vous faites, mais il y a des retombées pour l'ensemble de la société. Parce qu'on ne se mentira pas. Les gens qui se retrouvent dans la rue, là, les gens qui sont en situation de pauvreté, souvent ils vont se retrouver à l'hôpital. Souvent ils vont se retrouver à aller chercher des ressources ailleurs. Ça va être encore plus coûteux socialement que de ramasser les pots cassés alors qu'en amont on aurait pu intervenir. Je veux dire, collectivement, on a avantage à travailler comme ça ensemble en amont pour aider les gens à s'en sortir. Ça finit par être payant s'il faut utiliser ce langage-là. C'est plate, mais des fois, il y en a que c'est ce qu'ils comprennent. Donc,
Nous, on croit à ça. Le Parti québécois, je pense, a déjà mis sur la table dans son passé, je pense que l'histoire peut quand même le démontrer, des initiatives qui étaient là, qui étaient importantes pour les organismes, dans cette idée d'une solidarité sociale où on peut tout le monde se lever ensemble. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais j'ai l'impression qu'il est temps qu'on se retrousse les manches. Moi, cet été, en campagne électorale, j'ai passé à peu près 3 mois là, à faire du porte-à-porte puis aller voir des gens. J'en ai vu de la pauvreté. Je vais vous dire honnêtement, moi-même, ça me choque. On est toujours troublé de ça parce qu'on se fait une idée de ce que ça veut dire sur le terrain, mais bien souvent, c'est au-delà de ce qu'on pensait. Puis, j'ai vu des gens qui m'ont dit qu'au cours des 5 dernières années, puis Evelyne, je pense que tu pourrais le dire, les 4,5, ça a doublé de prix à peu près à Victoriaville. Là. Hein? On est passé d'à peu près quoi? 700 $ en 2019, monté à 1200, 1300, une fois 1400 en 2025. Imaginez payer ça. Vous êtes une femme monoparentale, vous venez de vivre un divorce, vous avez eu un problème de consommation pour une raison X, Y, Z. L'aide sociale, il n'y arrive pas. Là. Hein? Puis on en parlait ensemble, il n'y a pas si longtemps, Julie. On n'y arrive pas juste de cette façon-là. Donc, collectivement, il y a un immense effort à faire. Puis, c'est même pas tant d'investissement que ça quand on voit ce qui a été dépensé, quand on a vu le gaspillage, quand on voit des profits aussi parfois scandaleux. C'est même pas si difficile que ça, on a l'impression, mais ça prend de la volonté politique. Donc, merci encore une fois pour ce que vous faites. Merci d'être là pour souligner cette journée qui est importante. Puis, on aurait besoin plus de rappels comme ça pour ensemble pouvoir se tenir puis livrer la marchandise. Parce que l'arbre sera jugé à ses fruits. Puis encore une fois, je pense que collectivement au Québec, on a fait ce beau pari-là de se tenir ensemble puis de ne pas laisser des gens derrière. C'est notre force. Ça a été notre force longtemps. Puis il faut qu'on se retrouve un peu aussi. Donc, merci beaucoup. Merci, puis bon courage. Merci, Alex. Maintenant, tout ça est enregistré. On va garder ça dans nos archives familiales. Et puis, quand on se remémorera la mémoire de nos proches qu'on enterre aujourd'hui, ben on ressortira ces archives-là. C'est pas fini parce qu'il y a un lunch. Et c'est pas fini parce qu'il y a 2 carnets de présence, donc 2 livres d'or, comme justement dans tout bon enterrement, à venir signer. Et je vous demanderai de venir les signer en appui à nos revendications, qui, je le rappelle, sont un revenu décent garanti pour tous et un accès à un logement sécuritaire pour tout le monde. Alors, merci beaucoup. Il y a des cloches aussi à l'avant. Je demanderais aux gens qui sont pas trop loin de la table de s'approcher. Parce qu'on va aussi, pour se donner de l'espoir et pour se donner aussi du guts, parce que il va falloir le rappeler. Je demanderais de nous faire une belle envolée de cloches maintenant. Merci beaucoup.